Le conflit vietnamien des années 60-70 couvrait tous les aspects du combat, avec des missions périlleuses pour repousser les insurgés Viet Cong. Certains rôles étaient plus risqués. Nous examinerons 3 des plus dangereux concernant l'armée, la marine et l'armée de l'air américaine. Bienvenue aux guerres du monde. Cependant, peu de temps après, les sirènes ont retenti à nouveau, indiquant qu'il n'y avait pas de danger, et les gens ont commencé à sortir de leurs abris pour reprendre leurs activités quotidiennes. Les observateurs japonais n'avaient identifié que 2 bombardiers B-29 de l'armée de l'air des États-Unis, et ils s'étaient précédemment rendus à la ville de Kokura sans larguer d'armes, donc les autorités japonaises ont supposé qu'il s'agissait simplement d'une mission de reconnaissance. Ils ne pouvaient pas savoir ce qui les attendait, tout comme les habitants de Kokura ne pouvaient pas savoir qu'ils avaient été épargnés d'un terrible destin ce matin-là, grâce à quelque chose d'aussi simple que des nuages obscurcissant leur ville. À 1101 heures, une seule bombe a été larguée dans la zone industrielle de la ville. La bombe a explosé avec une force équivalente à 22 000 bâtons de TNT, ce qui a entraîné une explosion si lumineuse qu'elle a été vue par des observateurs à plus de 100 miles de distance. La boule de feu a généré des températures dépassant 3900 degrés centigrades et a généré des vents allant jusqu'à 600 miles par heure qui ont ajouté à la destruction. Les chiffres exacts ne sont pas clairs, mais au moins 129 000 personnes ont été tuées le jour même ou mourraient dans les semaines et les années qui ont suivi. 6 jours après l'attaque, le Japon s'est rendu aux Alliés, mettant fin au conflit le plus destructeur de l'histoire enregistrée qui s'est terminé lors des 2 premières, et jusqu'à présent seules 2 attaques nucléaires de l'histoire. C'était la Seconde Guerre mondiale. Dans ce premier volet d'un spécial en 2 parties, nous allons examiner certains des éléments clés et des incidents de ce qui est probablement le conflit le plus influent dans le cours de l'histoire humaine. Bienvenue à Guerre du monde. Étant donné la nature complexe de l'histoire, surtout concernant un événement d'une telle ampleur que la Seconde Guerre mondiale, il est difficile de retracer un seul événement qui a déclenché le conflit, car en fin de compte, c'était une série d'événements qui ont conspiré ensemble pour finalement allumer la flamme de la guerre. Cependant, un facteur qui a certainement joué un rôle significatif était celui du fascisme et d'idéologies ultranationalistes similaires qui ont émergé dans les années 1920 et 30, souvent alimentées par les conséquences de la Première Guerre mondiale. À bien des égards, l'essor du fascisme de cette période peut être considéré comme un vestige des anciennes manières impériales des rois, reines et empereurs, car les adeptes de cette idéologie croyaient en le concept de destin, de supériorité raciale et d'avoir une place au sein d'une hiérarchie qui plus souvent qu'autrement menait à un seul leader suprême les guidant vers ce qu'ils voyaient comme ce destin de grandeur. Les 3 principaux acteurs que l'histoire désigne comme les principaux instigateurs de la guerre, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, partageaient tous cette vision du monde commune, même lorsque leurs propres interprétations les plus strictes de la vision entraient en conflit avec celles de leurs alliés fascistes. De plus, ils partageaient tous une autre opinion, à savoir qu'il y avait ceux qui se mettaient en travers de leur chemin pour atteindre leur destin et que ces individus doivent être détruits. Parmi ces 3 puissances mondiales, le Japon était déjà sur la voie de l'ultranationalisme à la fin de la Première Guerre mondiale. Bien qu'alliés à l'Amérique, la Grande-Bretagne et la France, ils ont recueilli peu de respect de la part des anciennes puissances impériales, qui semblaient faire obstacle à leur domination sur l'Asie, soit militairement, soit par des traités imposés par l'Occident qui favorisaient grandement Londres et Washington. Ainsi, une grande partie du programme de réarmement du Japon, et en particulier la recherche sur les armes chimiques et biologiques, a été menée en secret, du moins initialement, stimulée par une culture de plus en plus militariste, inspirée par les anciennes voies du samouraï japonais et la voie du guerrier. De même, l'Italie aussi subissait une sorte de révolution idéologique,
espérant retrouver sa gloire passée et établir une nouvelle identité internationale en tant que puissance majeure. En 1922, Mussolini et son parti national fasciste sont arrivés au pouvoir en Italie. Très rapidement, il a commencé à remodeler le paysage politique démocratique du pays en une dictature centrée sur lui-même. Mussolini croyait que la destinée de sa nouvelle Italie était de donner naissance à un nouvel empire romain, et il a commencé une accumulation massive de forces armées, une tâche difficile étant donné que l'économie de l'Italie était encore largement centrée sur l'agriculture plutôt que sur la base de fabrication dont il avait besoin pour de tels plans grandioses. Les deux nations étant désormais prêtes à réaliser leurs ambitions, le conflit était inévitable. L'histoire indique que la Seconde Guerre mondiale a débuté en 1939. Cependant, certains historiens soutiennent maintenant qu'elle a commencé en 1931 avec l'invasion japonaise de la Mandchourie en Chine dans le but de saisir des ressources vitales. Les Japonais ont délibérément fait exploser une bombe sur une ligne de chemin de fer chinoise utilisée par des citoyens japonais afin de la faire accuser sur des dissidents chinois. Ceci a ensuite été utilisé comme prétexte pour envahir le pays et le Japon occuperait le territoire là-bas jusqu'à ce qu'il soit libéré par les Alliés en 1945, menant une guerre presque incessante avec le gouvernement chinois tout le temps. L'occupation japonaise du territoire chinois était extraordinairement dure. Le viol et le meurtre n'étaient pas seulement répandus, mais souvent encouragés par la direction japonaise comme une forme de loisir pour les troupes. Dans la société japonaise, la reddition était impensable, car elle déshonorerait la famille, et ils ont appliqué ce code aux Chinois également. Les prisonniers chinois qui ne se battirent pas jusqu'à la mort étaient traités brutalement, soit assassinés sur place, soit travaillés à mort, tandis que quelques victimes particulièrement malchanceuses pouvaient se retrouver envoyées dans l'un des centres de recherche médicale du Japon qui avaient été construits en Chine occupée. Situé à Pingfan, dans le nord-est de la Chine, et désigné sous le nom d'Unité 730, et un des milliers de prisonniers chinois ont été utilisés dans des expériences médicales cauchemardesques pour développer des armes biologiques et chimiques, ainsi que pour effectuer des chirurgies expérimentales, souvent sans anesthésie, par peur de corrompre les données, et tout cela pour le bien de l'Empire. Mussolini n'avait pas non plus peur d'utiliser ses forces pour construire son empire, notamment lorsqu'il a envoyé des troupes en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, en 1935 pour commencer la construction de son nouvel empire romain en Afrique. Si l'on peut considérer la Mandchourie comme le premier front de la Seconde Guerre mondiale, alors l'Abyssinie pourrait être le deuxième. Bien sûr, c'est le troisième pays fasciste qui émergeait, qui deviendrait le principal acteur de cette histoire. Celui de l'Allemagne nazie sous Adolf Hitler. Hitler lui-même était d'origine autrichienne, mais avait combattu dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Lorsque la guerre s'est terminée avec l'humiliation de l'Allemagne, Hitler était particulièrement amer, et comme beaucoup en Europe, il craignait que le communisme ne se propage au-delà des frontières de la Russie post-révolutionnaire. En 1919, un an après la fin de la guerre, il a rejoint un nouveau groupe politique peu connu appelé le Parti des travailleurs allemands et a utilisé son grand talent d'orateur pour agiter les foules et gagner du soutien. Un an plus tard, le parti a été renommé Parti national-socialiste des travailleurs allemands, plus communément connu sous son abréviation anglaise, nazi. En 1921, Hitler s'est élevé pour devenir le leader du parti, et encore une fois, en utilisant sa personnalité magnétique, il a continué à rassembler de plus en plus de soutien, jusqu'en 1923, les nazis étaient assez confiants pour tenter un coup d'État à Munich et prendre le pouvoir. Connu sous le nom de putsch de la brasserie, l'effort a échoué, et Hitler a été arrêté avant d'être jugé, mais cela n'a fait qu'avancer la cause nazie. Hitler a utilisé le procès pour gagner encore plus de partisans, et malgré une année passée en prison où il a écrit son autobiographie Mein Kampf, les nazis ont eu du mal à s'établir dans la politique allemande. Mein Kampf a non seulement tracé l'histoire personnelle de Hitler, mais a également établi sa vision pour l'avenir du peuple allemand et comment il croyait que des groupes subversifs les empêchaient d'atteindre leur destinée à travers des mesures telles que le traité de Versailles, qui définissait les conditions de la reddition de l'Allemagne. Il a spécifiquement identifié les Juifs et les communistes comme étant les leaders de cette grande conspiration internationale pour maintenir le peuple allemand en bas après la guerre, soulignant les conditions sévères imposées au pays par les Alliés victorieux. Le livre est effectivement devenu la Bible nazie. En 1933,
le parti nazi avait obtenu suffisamment de soutien politique pour que Hitler devienne légalement chancelier de l'Allemagne. Il a rapidement commencé à passer des lois qui transformeraient l'Allemagne en Allemagne nazie, et la swastika symboliserait ce pays revigoré. La persécution des Juifs, des Gitans et des opposants politiques est rapidement devenue une politique gouvernementale alors que Hitler commençait à préparer l'Allemagne nazie à atteindre ce qu'il considérait comme son destin, centré autour du concept de la race aryenne avec lui comme leader incontesté, le Führer. Au fil des années 1930, le parti nazi de Hitler s'implantait solidement dans la politique et la société allemande. Le peuple allemand avait beaucoup à remercier le parti nazi, car ils avaient sorti le pays de la désespérance de la défaite et l'avaient revigoré, promettant que l'Allemagne atteindrait bientôt son destin de redevenir une grande puissance. L'attrait et l'influence de Hitler n'étaient pas perdus pour les observateurs étrangers. Beaucoup d'entre eux l'admiraient et ont même commencé à sympathiser avec le traitement de l'Allemagne après la guerre. Hitler deviendrait même l'homme de l'année du magazine Time. Cela jouait parfaitement en faveur de Hitler alors qu'il commençait à évoquer la reconquête des territoires perdus à l'est et à l'ouest du pays. Le premier test de la manière dont les puissances alliées de la Grande-Bretagne et de la France réagiraient à sa nouvelle Allemagne est survenu en 1935, lorsque Hitler a introduit la conscription militaire, ce qui a fait gonfler les forces armées allemandes bien au-delà du nombre autorisé par le traité de Versailles. Cependant, les Alliés n'ont rien fait. Encouragé par cela, il a ensuite ordonné à ses troupes d'entrer en Rhénanie en 1936. La Rhénanie avait été démilitarisée en 1925, afin de créer une zone de sécurité pour la France qui, avec la Belgique, l'avait occupée pendant un certain temps en raison de l'incapacité de l'Allemagne à payer les réparations de guerre. Hitler avait donné des ordres secrets à ses hommes selon lesquels, s'il rencontrait une résistance militaire française, il devait se retirer car l'Allemagne n'était toujours pas en état de mener une guerre. Mais malgré les protestations de la France à la Société des Nations, le monde entier n'a rien fait. Hitler a également rejoint Mussolini en envoyant des troupes combattre pour les nationalistes dans la guerre civile espagnole, donnant à ses forces une expérience de combat vitale. En 1937, le Premier ministre britannique Stanley Baldwin a démissionné et a été remplacé par Neville Chamberlain. Pendant ce temps, l'Allemagne a continué à se réarmer et a maintenant fixé son objectif sur la récupération du Sudetenland allemand, qui avait été absorbé par la Tchécoslovaquie après la guerre. En même temps, Hitler regardait son propre pays de naissance, l'Autriche, pour devenir une partie de sa nouvelle Allemagne, bien que cela soit à nouveau interdit par le traité de Versailles. L'Autriche et l'Allemagne avaient depuis longtemps une relation presque symbiotique, et les peuples des deux pays considéraient l'autre comme des cousins. L'Autriche avait même son propre parti nazi, et en janvier 1938, ils ont tenté leur propre putsch, tout comme Hitler l'avait tenté en 1923. Le putsch a échoué et de nombreux nazis autrichiens de premier plan ont été emprisonnés. La machine de propagande d'Hitler s'est mise au travail pour créer une fausse impression que les Autrichiens se soulevaient en soutien à leurs nazis emprisonnés. Et ainsi, le 12 mars 1938, les troupes allemandes sont entrées sur le territoire autrichien sous prétexte de rétablir l'ordre. En quelques semaines, le gouvernement autrichien a disparu et le pays a été absorbé par l'Allemagne en tant que province de l'Ostmark. Un vote sur l'adhésion à l'Allemagne a prétendu que 99% de la population soutenait le mouvement, qui était connu sous le nom d'Anschluss. Ayant sécurisé sa nation d'origine sous une Allemagne plus grande, Hitler s'est déclaré le défenseur de tous les Allemands ethniques en Europe et principalement de ceux du Sudetenland. Faisant clairement part de son intention d'absorber la région dans l'Allemagne, une crise diplomatique a été déclenchée lorsque, tout comme en Autriche, un parti nazi du Sudetenland s'est levé et a commencé à demander l'autonomie de la Tchécoslovaquie. Le gouvernement tchèque a essayé de négocier avec les Allemands des Sudètes. Alors qu'une série de réunions se tenaient entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France pour parvenir à un accord sur la crise, aboutissant à l'accord de Munich qui donnait effectivement carte blanche aux ambitions de l'Allemagne, aucun représentant tchèque n'était présent. D'abord, Hitler a pris les Sudètes, puis en janvier 1939, il a envahi et capturé le reste de la Tchécoslovaquie dans son premier acte d'agression vraiment ouverte envers un voisin. La conquête de la Tchécoslovaquie a suscité des inquiétudes auprès de la puissante Union soviétique, qui était sous l'emprise du paranoïaque Joseph Staline. Hitler avait écrit dans Mein Kampf que l'une des raisons de la défaite de l'Allemagne du Kaiser
était d'avoir dû mener une guerre sur deux fronts. Et donc, ayant déjà antagonisé Londres et Paris, il a été beaucoup plus prudent avec Moscou et a commencé un effort diplomatique avec l'Union soviétique pour les tenir à l'écart des événements à l'Ouest. En août 1939, les ministres des Affaires étrangères allemands et soviétiques se sont rencontrés à Moscou, où ils ont effectivement divisé l'Europe de l'Est en deux, avec la promesse que ni l'un ni l'autre n'interviendrait dans ces zones. L'Union soviétique avait ses propres intérêts en Pologne et en Finlande et était donc heureuse de respecter l'accord, même si l'Allemagne nazie et l'Union soviétique étaient des ennemis idéologiques. Malgré cette période de coopération, beaucoup pensaient qu'elle ne durerait pas. Mais avec Staline à distance, Hitler a ordonné à ses troupes d'entrer en Pologne le 1er septembre 1939. L'invasion de la Pologne a été le point de rupture pour la Grande-Bretagne et la France. Il n'y avait aucune justification à l'invasion autre que de simplement capturer un territoire d'un pays étranger. Et donc, les puissances alliées ont adressé un ultimatum à Hitler, retirer ses troupes, ou il y aurait la guerre. La demande a été refusée, et le 3 septembre, Neville Chamberlain a annoncé au peuple britannique qu'ils étaient en guerre avec l'Allemagne. Certains des généraux les plus prudents de l'Allemagne avaient averti Hitler que le pays n'était pas encore prêt pour une seconde confrontation européenne massive. Les plans de réarmement de l'Allemagne prévoyaient une guerre avec la Grande-Bretagne et la France, éclatant en 1945, moment auquel ils auraient leur propre porte-avions, de grandes flottes de sous-marins et des forces de chars puissantes. Les généraux ont donc concocté leur style de guerre, Blitzkrieg. Blitzkrieg signifie éclair, qui appelait à l'utilisation généralisée de chars et d'avions pour percer les formations ennemies, afin de capturer des zones stratégiques clés et de diviser les forces ennemies pour les rendre plus faciles à détruire. Par-dessus tout, ils visaient à obtenir une victoire rapide plutôt qu'une guerre d'usure prolongée que l'Allemagne ne pouvait pas se permettre. Il a été utilisé pour la première fois en Pologne, et l'armée polonaise s'est avérée totalement inadéquate pour cette nouvelle forme de guerre. En moins d'un mois, l'armée polonaise a été anéantie, et l'armée allemande, la Wehrmacht, a commencé à consolider leur position dans l'ouest de la Pologne, alors que l'Union soviétique envahissait l'est du pays le 17 septembre comme cela avait été convenu par Staline et Hitler. Ceci a été presque ignoré par la Grande-Bretagne et la France, concentrées sur l'Allemagne. La Pologne a cessé d'exister en tant que pays libre le 6 octobre 1939 et l'Allemagne nazie partageait désormais une frontière terrestre avec l'Union soviétique communiste. La déclaration de guerre de la Grande-Bretagne et de la France à l'Allemagne a envoyé des ondes de choc à travers l'Europe qui se sont fait sentir politiquement, mais semblaient ne pas faire grand-chose d'autre. La Belgique, la Hollande et la Norvège se sont jointes à un chœur de voix européennes, se déclarant neutres dans les combats. Mais en réalité, il semblait y avoir très peu de combats. En termes d'aide à la défense de la Pologne, la Grande-Bretagne et la France ne pouvaient faire grand-chose, et à la place, elles se préparaient pour quand Hitler chargerait vers l'Ouest. C'était le début de la drôle de guerre, une période où les deux camps semblaient faire tout ce qu'ils feraient normalement en temps de guerre, sauf la guerre totale. Les Français ont déployé leurs forces armées à la frontière, et la Grande-Bretagne a formé la Force expéditionnaire britannique, FEB, pour soutenir la France de l'autre côté de la Manche, rappelant leur entrée en guerre en 1914. En mer, les sous-marins allemands et les navires de surface ont coulé des navires marchands non protégés, tandis que dans les airs, les avions britanniques ont attaqué les navires allemands ou ont largué des tracts sur la région de la Ruhr. Lors d'une de ces missions de largage de tracts, le 9 septembre, une formation de bombardiers Whitley de la RAF s'est égarée dans l'espace aérien belge et a été attaquée par des chasseurs belges, ce qui a forcé l'un d'eux à atterrir, mais ils ont perdu 2 avions à cause du feu défensif britannique. Cependant, dans l'Atlantique Sud, un drame allait se dérouler qui allait devenir une légende navale. Le cuirassé de poche allemand, le Gaspé, attaquait les navires marchands britanniques, capturait leurs équipages puis les coulait. Les équipages ont ensuite été placés sur l'Altmark, navire de soutien du Gaspé, pour un retour en Allemagne. 3 croiseurs britanniques ont rencontré le navire allemand en bataille et, malgré leur infériorité en termes d'armement, ont réussi à infliger suffisamment de dégâts pour forcer le cuirassé allemand à se réfugier au port pour des réparations. Pendant ce temps, les Britanniques ont commencé à inonder les médias locaux avec des informations selon lesquelles une énorme armada britannique se rassemblait pour détruire le cuirassé de Pochy, desqu'il quitterait les ports.
Le capitaine allemand a appris cela et, croyant la situation désespérée, il a sabordé son puissant navire de guerre. En réalité, il n'y avait pas d'armada, mais la tromperie a permis de sauver potentiellement des milliers de vies de marins. Quelques semaines après, les forces spéciales britanniques ont libéré plusieurs membres d'équipage marchand capturés sur l'Altmark. Tout le monde savait que la drôle de guerre ne pourrait pas durer éternellement, et ce n'était qu'une question de temps avant que Hitler ne frappe à l'ouest en direction de la France. Entre-temps, la Grande-Bretagne et la France ont décidé de lancer une campagne en Norvège, à l'époque un pays neutre, mais qui, avec la Suède, aidait à fournir à l'Allemagne du minerai de fer vital. Les Alliés ont miné les ports norvégiens, d'où opéraient les navires allemands, ce qui a provoqué Hitler à envoyer ses forces le 9 avril pour les sécuriser. En même temps, les forces de Hitler ont frappé au Danemark, prenant le pays en moins de 6 heures. La bataille pour la Norvège durerait jusqu'au 10 juin, date à laquelle la France et la Grande-Bretagne s'étaient depuis longtemps retirées, laissant le pays à son sort. Ce faisant, la démocratie britannique a été effectivement suspendue pour un avenir prévisible. Il a dit assez brutalement au peuple britannique qu'il n'avait rien à leur offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. De l'autre côté de la Manche, les Français se préparaient à une autre grande guerre contre l'Allemagne depuis plus d'une décennie en construisant la ligne Maginot, une série de fortifications extrêmement robustes le long de la frontière avec l'Allemagne. Elle a été conçue et construite dans l'idée que la guerre serait semblable à la nature statique de la Première Guerre mondiale, mais elle était fondamentalement défectueuse. Elle ne s'étendait que jusqu'à la frontière belge, et contrairement à la croyance populaire de l'époque, ce n'était pas une fortification continue, ayant plusieurs lacunes, où l'on croyait que des obstacles naturels tels que les forêts et les collines offriraient une protection. Elle a également consommé d'énormes quantités d'hommes et de ressources, amenant certains à craindre que les Français ne mettent tous leurs œufs dans le même panier en ce qui concerne la défense de leur nation. Hitler a examiné la situation et a immédiatement vu ce qui devait être fait. Il allait simplement le contourner entièrement en passant par la Belgique et la Hollande. Comme le Kaiser avant lui en 1914, il accordait peu d'intérêt à la déclaration de neutralité de la Belgique ou de quiconque si cela servait son objectif. Le 10 mai 1940, l'Allemagne frappe à l'ouest, envahissant rapidement la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas et se dirigeant vers le cœur de la France. Tout ce que la ligne Maginot avait accompli était de gonfler les combats dans les pays voisins et de donner effectivement encore plus d'Europe à Hitler. Malgré leur infériorité numérique apparente, les Allemands ont envahi la France, exploitant efficacement leurs forces de chars et aériennes. En effet, les forces de chars de l'Allemagne étaient à bien des égards technologiquement inférieures à celles des Alliés en 1940, mais les Allemands avaient des tactiques bien supérieures. Dans les airs, les Britanniques et les Français se sont retrouvés largement surpassés par le célèbre chasseur allemand Messerschmitt Bf 109 et ont subi de lourdes pertes. Mais ce serait un autre avion allemand qui gagnerait en notoriété pendant la bataille pour la France. Le Ju-87 Stuka était un célèbre bombardier en piqué qui pouvait attaquer les chars et les ponts avec une précision et une puissance extraordinaires, semant la terreur parmi les unités au sol. Plus tard, l'avion serait équipé d'une sirène dans ses ailes qui produirait un hurlement terrifiant lorsqu'il entrait en piqué pour effrayer davantage les troupes, faisant de lui autant une arme psychologique qu'un bombardier. Pour aggraver les problèmes des Alliés, le rapide succès allemand et l'échec de la ligne Maginot à tenir les forces de Hitler à distance ont particulièrement affecté le moral des Français. Malgré une résistance énergique de l'armée française et de la force expéditionnaire britannique, un sentiment de défaitisme les a rapidement submergés. Il est rapidement devenu évident que la France allait tomber, et donc en Grande-Bretagne, des plans ont été élaborés pour évacuer la BEF vers le continent afin qu'ils puissent défendre la Grande-Bretagne de ce qui semblait maintenant être une invasion inévitable. Baptisée Opération Dynamo, une énorme flottille de bateaux de pêche, de bateaux de plaisance et même de barques a été rassemblée sur la côte sud-est de l'Angleterre pour faire le voyage à travers la Manche jusqu'à Dunkerque, où les restes de la BF et des éléments des armées françaises et belges survivantes se rassemblaient. Dans cette petite poche de la côte française, les troupes britanniques et françaises à Dunkerque étaient encerclées par les troupes allemandes et attendaient soit le sauvetage, soit la capture, soit la mort. Hitler voulait envoyer ses troupes pour les anéantir une fois pour toutes.
mais le chef de la Luftwaffe allemande, Hermann Göring, l'a convaincu que son armée de l'air, qui s'était jusqu'à présent révélée presque invincible, pourrait les écraser sur les plages avec moins de pertes pour les forces allemandes. Göring espérait qu'en faisant cela, il gagnerait les faveurs de Hitler face à certains de ses rivaux au sein du haut commandement nazi. L'évacuation a commencé le 27 mai 1940 avec la flotte de petits bateaux qui se dirigeait vers les plages pour emmener les hommes vers les navires de guerre britanniques en attente. La Luftwaffe allemande a lancé un bombardement aérien féroce et infligé de lourdes pertes aux Britanniques. Cependant, pour la première fois dans la guerre, la supériorité de la Luftwaffe a finalement été mise à l'épreuve, puisque Dunkerque était à portée des chasseurs volant depuis la Grande-Bretagne elle-même. La mer et le ciel sont ainsi devenus un champ de bataille brutal jusqu'à la fin de l'évacuation près d'une semaine plus tard, le 4 juin, date à laquelle un nombre stupéfiant de 338 000 hommes avait été sauvés. L'évacuation était perçue comme un triomphe britannique, mais ceux au pouvoir connaissaient la réalité. La défaite en France n'avait pas seulement coûté à la relativement petite armée britannique 68 000 hommes, mais leur avait coûté d'énormes quantités d'équipements tels que de l'artillerie, des chars et d'autres véhicules divers qui seraient vitaux pour repousser une invasion allemande. Churchill a mis en garde contre l'humeur optimiste après Dunkerque, notant que les guerres n'étaient pas gagnées par des évacuations. À la suite du succès de l'évacuation, une tragédie se produirait qui a largement été passée sous silence par l'histoire lorsque le paquebot britannique, le RMS Lancastria, a tenté de s'échapper du port français de Saint-Nazaire. La ligne participait à l'opération Aerial, qui visait à évacuer les ressortissants britanniques de France, quand à 10 minutes de 4, le 17 juin, il a été bombardé par des avions allemands. Le nombre exact d'hommes, de femmes et d'enfants à bord est inconnu, car dans le chaos de l'évacuation, les gens étaient entassés dans chaque espace disponible. Mais on estime qu'entre 3 000 et 6 000 personnes ont été tuées, ce qui en fait la pire catastrophe maritime de l'histoire britannique. Pour mettre cela en perspective, les estimations les plus conservatrices place le nombre de morts comme étant 2 fois celui du Titanic. La catastrophe a été discrètement étouffée par peur de nuire au moral national. Le 10 juin 1940, Mussolini s'est engagé du côté de l'Allemagne nazie, déclarant la guerre à la Grande-Bretagne et à la France, bien que les forces italiennes ne joueraient qu'un rôle symbolique dans la lutte pour la France. Le 25 juin 1940, après seulement 46 jours de combat, les troupes d'Hitler ont réussi ce que le Kaiser n'avait pas réussi à faire en 4 ans en défaissant et occupant la France. Pour ajouter l'insulte à l'injure pour les Français, Hitler a localisé le même wagon de chemin de fer dans lequel le traité de Versailles a été signé en 1919 et l'a utilisé pour rencontrer les Français pour discuter de leur reddition. La France s'est rendue, mais elle n'a pas été entièrement occupée par l'Allemagne. Au lieu de cela, le pays a été divisé en 2, avec l'Allemagne occupant la moitié nord du pays et la côte ouest, le reste dans le sud-est étant gouverné par le gouvernement français de Vichy, qui étaient essentiellement des marionnettes allemandes et devaient vivre selon des conditions qui avaient également été imposées à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. L'un de ses actes les plus controversés pendant la guerre, le 3 juillet, il a ordonné à la Royal Navy d'exiger que les navires de guerre français se rendent à eux. Et lorsqu'ils ont refusé, la Royal Navy les a bombardés avec des tirs d'obus, tuant 1247 marines françaises et coulant endommagant 8 navires. Après avoir réprimé la France, Hitler réfléchissait à son futur plan pour la Grande-Bretagne. Il n'était pas en sa faveur de détruire la Grande-Bretagne, car il croyait que cela ne ferait que donner son empire aux Américains, qui devenaient de plus en plus hostiles à lui après la Pologne. Croyant que la Grande-Bretagne était épuisée après la chute de la France, il a demandé la paix, mais Churchill a refusé, même s'il savait que les chances de la Grande-Bretagne de repousser une invasion allemande complète en 1940 étaient minces au mieux. Hitler a donc ordonné à ses généraux de préparer des plans pour l'opération Lion de mer, l'invasion de la Grande-Bretagne. En même temps, l'Allemagne, avec l'Italie de Mussolini, a rencontré des représentants du Japon pour commencer des négociations pour une alliance destinée à contrer les États-Unis. Cela a finalement abouti au pacte tripartite signé le 27 septembre 1940 et a vu la naissance de ce que l'histoire retient maintenant comme les forces de l'Axe, suite à un commentaire précédemment fait par Mussolini, dans lequel il disait que le monde tournerait sur l'axe entre Berlin et Rome, et maintenant bien sûr Tokyo. Contrairement aux précédentes entreprises militaires de l'Allemagne,
l'invasion de la Grande-Bretagne avait un sérieux obstacle, la Manche. Le commandement militaire de Hitler a convenu qu'il ne serait possible de traverser la Manche qu'en été, car le temps pendant les mois d'automne et d'hiver serait trop mauvais pour traverser en toute sécurité. Tout d'abord, cependant, il devrait détruire la Royal Air Force britannique. Sinon, ces troupes seraient des cibles faciles pour les Britanniques alors qu'ils se trouvaient dans leur barge d'invasion pendant la traversée. Alors que l'Allemagne préparait son invasion, Churchill préparait le pays à faire ce qui devait être fait pour se défendre. Des documents déclassifiés montrent jusqu'où il était prêt à aller pour repousser les forces de Hitler si elles atterrissaient en Grande-Bretagne. Il a ordonné que les forces britanniques utilisent des armes chimiques dans n'importe quelle zone d'atterrissage allemande dans le pays, disant fréquemment que c'est notre pays et nous pouvons faire ce que nous voulons pour le défendre. Il avait auparavant voulu utiliser du gaz lors de la bataille de France, largué par des bombardiers britanniques sur des cibles en Allemagne, mais ses hauts officiers militaires l'ont averti que l'Allemagne à cette époque pouvait délivrer des niveaux de gaz bien supérieurs sur des cibles britanniques, et donc un accord tacite a été conclu par les deux parties qu'ils n'utiliseraient du gaz que si l'autre le faisait. Le 10 juillet 1940, la Luftwaffe allemande a commencé son offensive pour détruire la RAF. C'était le début de la bataille d'Angleterre, et la confiance allemande était encore élevée après leur défaite rapide de la Pologne et de l'Europe de l'Ouest. Cependant, contrairement à une grande partie des combats en Europe, la Luftwaffe devait maintenant faire face à un réseau de défense aérienne bien organisé et hautement intégré, centré autour du Fighter Command de la RAF, dirigé par Sir Hugh Dowding. Ils étaient équipés de deux des meilleurs avions de chasse du monde à cette époque, à savoir le Hawker Hurricane et le Supermarine Spitfire, plus avancé. Les rangs du Fighter Command ont également gonflé avec un afflux de pilotes du Commonwealth britannique, français, néerlandais, polonais et même américains se portant volontaires pour combattre, dont beaucoup avaient déjà une expérience de combat lors des batailles pour leur propre pays. Au cours des semaines à venir, la RAF allait se lever pour faire face à l'écrasante force aérienne allemande. Mais ils en souffraient car la Luftwaffe bombardait leurs aérodromes dans le but de détruire leur infrastructure de soutien. Le 13 août 1940, tant d'avions allemands ont attaqué la Grande-Bretagne que Churchill a été averti que l'invasion était enfin en cours. Mais malgré beaucoup de dégâts, la RAF tenait bon contre les Allemands, qui étaient parfois rejoints par des contingents d'avions italiens. En septembre, le Fighter Command était à son point le plus faible en termes d'hommes et de machines. Mais ensuite, avec l'industrie du pays maintenant entièrement préparée pour la guerre, la production de chasseurs britanniques a augmenté au point où elle a dépassé les pertes et de nouveaux pilotes formés ont commencé à rejoindre le combat. Toutefois, les dommages sur les aérodromes étaient plus problématiques. Hitler, d'autre part, ignorait que la RAF se renforçait à nouveau, et Göring lui avait dit qu'elle était à peine capable de mettre des avions en l'air, ce qui deviendrait vrai si la pression sur les aérodromes britanniques n'était pas levée. Puis, le 24 août 1940, des bombardiers allemands ont bombardé Londres par erreur. Churchill savait probablement que c'était une erreur, mais il a néanmoins exploité l'incident pour se donner une excuse d'envoyer ses propres bombardiers à Berlin. Les attaques sur Berlin ont outragé Hitler, qui a décidé d'ordonner à ses bombardiers de détourner leur attention des aérodromes pour dévaster Londres et d'autres villes britanniques. Il croyait que le moral britannique serait tellement ébranlé par ces attaques terroristes que le pays s'effondrerait, forçant Churchill à se rendre, rendant ainsi une invasion armée inutile. C'était l'une des plus grandes erreurs de Hitler. Essentiellement libéré de l'attaque, le Fighter Command s'est reconstruit et réorganisé, et lorsque Hitler a réalisé son erreur, l'été touchait à sa fin. Le temps se dégradait, le RAF Fighter Command était toujours une menace puissante, et les défenses du pays avaient été renforcées au point qu'il n'était plus pratique d'envahir. Alors que les Allemands avaient réussi à capturer les îles anglo-normandes, la Grande-Bretagne elle-même avait été épargnée, et ainsi, avec le recul, avait semé les graines de la défaite ultime de Hitler. Comme cela avait été le cas lors de la Première Guerre mondiale, l'éclatement de la guerre en Europe a de nouveau vu les combats déborder dans les territoires que les puissances impériales européennes contrôlaient ailleurs dans le monde. La Grande-Bretagne et la France détenaient des territoires à travers l'Afrique, que Mussolini de l'Italie regardait avec jalousie, et lorsque l'Italie a déclaré la guerre à la Grande-Bretagne et à la France en soutien à l'Allemagne, cela lui a donné l'opportunité d'envahir ces territoires à partir de possessions italiennes telles que l'Éthiopie, la Somalie
et plus significativement, la Libye, qui bordait l'Égypte britannique. L'Égypte était vitale pour les intérêts britanniques, en raison du canal de Suez, qui reliait la Grande-Bretagne à ses possessions extrême-orientales telles que Hong Kong et l'Inde, ainsi qu'au Moyen-Orient riche en pétrole, que les deux côtés avaient un besoin désespéré d'y accéder. Le 13 septembre 1940, les forces italiennes ont lancé une invasion en Égypte. Alors que la Grande-Bretagne elle-même se préparait encore à une invasion, c'est le petit contingent de troupes britanniques et du Commonwealth, stationné là-bas, qui a dû défendre la vaste frontière contre les Italiens numériquement supérieurs. Au début, les Italiens ont fait de bons progrès, capturant finalement l'important aérodrome de Sidi Barrani. Cependant, avec Hitler contraint d'annuler l'invasion de la Grande-Bretagne, de nouvelles troupes et équipements ont commencé à être mobilisés pour l'Afrique du Nord sous le commandement du lieutenant-général Richard O'Connor. Tout d'abord, cependant, il devrait effectuer le périlleux voyage en mer dans l'Atlantique Nord et dans la Méditerranée, où la flotte italienne était toujours la force dominante. Largement en infériorité numérique, les Britanniques ont concocté un plan audacieux pour attaquer la flotte italienne alors qu'elle était encore amarrée dans le port de Tarente en utilisant des bombardiers biplans obsolètes Fairey Swordfish. Dans la nuit du 11 au 12 novembre 1940, la force des bombardiers Swordfish a décollé du HMS Illustrious et a complètement surpris les Italiens. L'attaque a infligé de graves dommages à un grand nombre de navires capitaux italiens, les mettant hors de combat pendant plusieurs mois pour être réparés, entravant ainsi sérieusement les efforts de l'Italie pour perturber les approvisionnements en Afrique du Nord. Malheureusement, les Britanniques ont encore dû faire face à des attaques aériennes et sous-marines. La tâche d'expulser les forces italiennes d'Égypte semblait immense fin 1940, et pourtant, les forces britanniques nouvellement arrivées ont réussi à le faire. Ils ont repris Sidi Barrani, et le 3 janvier 1941, ils avançaient déjà en Libye. En 2 mois, une force britannique, composée de seulement 2 divisions, a avancé de 800 km, détruit 10 divisions italiennes et pris 130 000 prisonniers, ainsi que capturé plus de 1000 chars et pièces d'artillerie. Opérant depuis l'Italie, la Luftwaffe allemande a commencé à soutenir l'opération italienne depuis les airs, mais les choses au sol ont continué à mal se passer pour les Italiens, les forces britanniques capturant le port stratégique de Tobrouk le 22 janvier. Confiant dans la défaite italienne, Churchill a commencé ses plans pour aider à défendre la Grèce et les Balkans contre une invasion conjointe allemande et italienne. Cependant, l'Allemagne a décidé d'envoyer 2 de ses propres divisions pour aider à renforcer les forces italiennes en Afrique du Nord, qui formerait le noyau de son Afrika Korps sous le commandement d'Erwin Rommel. Rommel était un leader doué et un tacticien qui comprenait mieux la guerre de chars que la plupart des généraux en 1941. Les plaines d'Afrique du Nord étaient idéales pour les combats de chars, et l'influence de Rommel s'est presque immédiatement fait ressentir. Rommel a attaqué le 24 mars et a poussé vers l'est à travers la Libye en direction de l'Égypte. Cependant, il n'a pas réussi à reprendre Tobrouk et a plutôt assiégé la garnison britannique là-bas qui a résisté pendant un stupéfiant 240 jours constituant une épine sévère dans le pied des forces de l'Axe et immobilisant des ressources. Le 14 avril, les forces britanniques et du Commonwealth avaient été repoussées à la frontière et les Allemands avaient même capturé le général O'Connor et son remplaçant, le général Nym. Mais les forces de Rommel étaient aux prises avec des problèmes logistiques, ce que Hitler craignait que les Britanniques puissent exploiter. Le carburant était une telle préoccupation pour les Allemands qu'ils ont commencé à essayer de le voler aux Britanniques plutôt que de détruire les stocks britanniques lors de frappes aériennes. En mai, Rommel a été contraint d'arrêter son avancée pendant qu'il réapprovisionnait ses forces. Sous le général Wavell, les Britanniques ont lancé une contre-attaque en juin, espérant couper les approvisionnements de Rommel et le forcer à se rendre, mais Rommel les a déjoués et l'attaque a échoué. Au fur et à mesure que l'année avançait, les Britanniques sont devenus obsédés par l'idée de tuer Rommel, qui a gagné le surnom de renard du désert, et ont même envoyé un raid commando pour l'assassiner, qui a finalement échoué. Pendant les mois suivants, les lignes de bataille ont fluctué, mais les problèmes logistiques de Rommel ont continué à le retenir et se sont aggravés lorsque Hitler a commencé à se concentrer davantage sur d'autres fronts. Pendant ce temps, les forces britanniques se sont également retrouvées engagées dans un autre quartier inattendu contre l'Irak. Ancienne possession britannique au Moyen-Orient, l'Irak est devenu indépendant en 1930 tout en maintenant de bonnes relations avec la Grande-Bretagne. Il a même coupé les liens avec l'Allemagne au début de la guerre.
Des avions et troupes britanniques étaient toujours présents dans le pays pour sauvegarder les intérêts britanniques, comme ses réserves de pétrole régionales. Cependant, en avril 1941, les Allemands ont soutenu un coup d'État contre le gouvernement, entraînant un bref conflit entre les nouveaux dirigeants du pays et les forces de l'Empire britannique. Les forces britanniques ont finalement réussi, malgré les promesses de soutien de l'Axe, comme les avions allemands, qui volaient avec des marquages irakiens. Avec Hitler contraint d'annuler l'opération Sea Lion en 1940, les Allemands ont reconnu que leur fenêtre pour envahir la Grande-Bretagne s'était fermée et il serait désormais impraticable de tenter une autre invasion. La Grande-Bretagne devenait la forteresse britannique et donc Hitler s'est tourné vers une méthode de guerre médiévale, le siège. Hitler savait que la Grande-Bretagne dépendait extrêmement fortement des fournitures de guerre, des matériaux et même de la nourriture venant de son empire et de l'Amérique du Nord. Il s'est donc tourné vers sa marine, la Kriegsmarine, avec pour mission de couper cet approvisionnement vital. La Royal Navy était encore la flotte de surface la plus puissante du monde en 1940, et bien que l'Allemagne disposait de navires de guerre avancés comme le Bismarck, il ne pouvait espérer affronter la Royal Navy dans une bataille rangée comme l'avait fait la flotte du Kaiser lors de la Première Guerre mondiale. Ainsi, malgré des succès éclatants, comme le naufrage du très apprécié croiseur de bataille britannique HMS Hood par le Bismarck le 24 mai 1941, les flottes de surface de l'Allemagne étaient presque une note de bas de page dans le conflit en mer, particulièrement au fur et à mesure que la guerre avançait et que Hitler perdait de l'intérêt pour elle. Donc, la marine allemande a réutilisé ses sous-marins pour assiéger la Grande-Bretagne. Les sous-marins du Kaiser ont montré la vulnérabilité de la Grande-Bretagne, mais il semble qu'elle n'ait tiré que peu de leçons de cela pendant l'entre-deux-guerres. Les tactiques pour combattre les sous-marins avaient très peu changé, et de nouvelles technologies, comme une forme précoce de sonar, n'avaient pas encore pris le dessus dans la flotte, ce qui signifie que la principale méthode pour détecter un sous-marin était de le repérer à la surface, en rechargeant ses batteries, ou lorsqu'il utilisait son périscope. Les avions étaient considérés comme des plateformes idéales pour cela, mais le commandement côtier de la RAF était équipé de types totalement inadéquats pour le travail au début de la guerre, manquant de portée et d'armement, mais devant également compter uniquement sur les yeux de l'équipage pour la détection. Pendant ce temps, la Royal Navy a commencé à organiser des convois de navires marchands afin de leur fournir une protection, et a également commencé à prendre des chalutiers des flottes de pêche britanniques et à les armer pour chasser les sous-marins. Néanmoins, les sous-marins ont commencé à infliger des pertes douloureuses à la Grande-Bretagne, tandis que les efforts pour détruire les sous-marins en mer ont rencontré un succès mitigé, tout comme les efforts du commandement des bombardiers de la RAF pour détruire les chantiers de sous-marins en France et en Norvège. Churchill admettra plus tard que les sous-marins étaient la seule chose qui l'effrayait vraiment pendant la guerre. Cependant, les sous-marins avaient osé besoin d'aide pour localiser les convois, et c'est pourquoi la Luftwaffe a utilisé des avions de patrouille Condor à longue portée pour organiser des attaques de sous-marins. La Grande-Bretagne a donc commencé à chercher comment détruire ces avions. Il n'y avait pas assez de porte-avions dans la Royal Navy, du moins pendant les premières années, pour protéger chaque convoi. Ils ont donc trouvé une solution innovante. Les marchands catapultes, ou navires CAM. Il s'agissait de navires marchands équipés d'une catapulte pour lancer un seul chasseur Hawker Hurricane ou Ferry Fulmar pour attaquer les Condors lorsqu'ils étaient repérés. C'était une mission sans retour. Il n'y avait aucun moyen de récupérer l'avion qui devait se poser à côté du convoi, les pilotes espérant être récupérés par un navire de passage, ce qui en faisait l'un des métiers les plus dangereux de la guerre. L'urgence de combattre les sous-marins a entraîné un développement rapide de la technologie, en particulier dans le domaine du radar. Les sous-marins devaient naviguer en surface pour charger les batteries qui les alimentaient sous l'eau, et cela était effectué sous la sécurité de la nuit. Cependant, le radar avait été utilisé pour combattre les raids de bombardiers nocturnes et était maintenant testé contre les sous-marins. Le 22 décembre 1941, un sous-marin a été coulé par un avion de la Royal Navy à la surface sous le couvert de l'obscurité. À partir de ce moment, les sous-marins pouvaient être attaqués à tout moment, n'importe où. La situation s'est aggravée pour les sous-marins avec l'ajout de nouveaux avions à plus longue portée équipés de radars, ce qui a laissé de moins en moins de lieux sûrs où ils pouvaient se cacher. En même temps que l'Italie de Mussolini ouvrait la campagne d'Afrique du Nord, ses troupes ouvraient également un autre front, cette fois contre la Grèce. Mussolini avait l'impression de jouer les seconds rôles par rapport à Hitler en Europe,
et voulait s'établir en tant qu'égal. Il considérait la Grèce comme une cible facile et a commencé à mettre la pression sur le propre dictateur de type fasciste du pays, Ioannis Metaxas. Le 15 août 1940, un sous-marin italien a coulé le navire de guerre grec, Élie. Les troupes italiennes ont finalement attaqué le 28 octobre 1940, mais comme en Afrique du Nord, elles ont été repoussées malgré le fait que les chances semblaient être en leur faveur. L'attaque italienne a rapproché la Grèce de la Grande-Bretagne, qui était désespérée pour des alliés après la chute de l'Europe de l'Ouest. Cela, à son tour, a suscité l'intérêt de Hitler pour la Grèce, et il a demandé à son état-major de commencer à élaborer des plans pour que ses propres troupes viennent une fois de plus en aide aux Italiens. Le problème était que l'Allemagne n'avait pas de frontière terrestre avec la Grèce, celle-ci étant bloquée par la Yougoslavie et la Bulgarie. Hitler a exigé la coopération des deux nations pour permettre à ses forces de passer. La Bulgarie a accepté, tout comme la Yougoslavie, qui ont toutes deux rejoint les forces de l'Axe. Mais l'opinion publique dans ce dernier était fortement anti-allemande, conduisant à un coup d'État contre le gouvernement et au rejet de toute alliance. Furieux, Hitler ordonna que lorsque ses troupes envahiraient la Grèce depuis la Bulgarie le 6 avril 1941, elles devraient simultanément envahir la Yougoslavie. Malgré une résistance acharnée, la Yougoslavie a été envahie en un peu plus d'une semaine et demie. 2 semaines plus tard, les Grecs se sont rendus, ayant été submergés par la puissance combinée des Allemands et des Italiens. L'aide britannique a pu faire peu pour repousser les envahisseurs, et avec les forces grecques, ils se sont repliés sur l'île de Crète. Consolidant sa position sur le continent grec, Hitler a ordonné le début de l'invasion de la Crète le 20 mai, et elle a commencé par une attaque massive de parachutistes allemands. Après près de 2 semaines de lutte acharnée, l'île est tombée. Mais alors que les Britanniques et les observateurs à Washington étaient impressionnés par l'efficacité d'une invasion par parachutistes lancés contre eux, Hitler était horrifié par le coup pour ses forces et n'a plus jamais ordonné une invasion aéroportée à grande échelle. L'armée de l'Allemagne nazie semblait invincible à la mi-1941 et personne n'en était plus convaincu que Hitler lui-même, qui, après avoir vaincu les Britanniques sur le continent européen en France et en Grèce, et avec Rommel qui continuait à les repousser en Afrique du Nord, a décidé qu'il était temps d'atteindre son objectif ultime, la destruction de l'Union soviétique. Hitler voyait l'Union soviétique comme un moyen non seulement d'éradiquer le communisme, mais aussi de nourrir son Reich millénaire en fournissant de vastes zones de terres agricoles et des ressources vitales, telles que le pétrole et les métaux. Les généraux allemands ont cependant averti le Führer contre l'invasion de l'Union soviétique, à moins que Moscou n'attaque en premier. La Grande-Bretagne elle-même restait invaincue, et pire encore, envoyait maintenant des flottes de ses bombardiers en Europe pour attaquer l'industrie allemande. De plus, la tâche de vaincre les forces britanniques et du Commonwealth britannique en Afrique nécessitait les ressources que Hitler voulait consacrer à la lutte contre l'Union soviétique. Il croyait qu'il était préférable d'envoyer ses forces pour détruire la résistance britannique en Afrique, puis de s'emparer des possessions britanniques au Moyen-Orient, ce qui leur donnerait du pétrole, ce qui priverait la Grande-Bretagne de ses approvisionnements, et finalement aiderait à forcer la capitulation de Londres. Cependant, Hitler était impatient. Il a soutenu que le peuple allemand ne serait pas aussi favorable à une guerre contre la Russie après quelques années supplémentaires de combat. Il pensait aussi que l'armée soviétique était incompétente suite à sa piètre performance contre la Finlande durant la guerre d'hiver de 1939. S'il attendait, alors la direction soviétique pourrait apprendre de leurs erreurs et devenir une menace plus crédible. Hitler dirait « Nous n'avons qu'à enfoncer la porte d'entrée et tout l'édifice russe pourri s'effondrera ». Il a défié ses généraux et a donné l'ordre d'attaquer l'Union soviétique. Baptisée Opération Barbarossa, l'Allemagne a engagé une énorme force de troupes qui comprenait des unités roumaines, finlandaises et hongroises, qui étaient désormais membres signataires des forces de l'Axe. L'attaque a été lancée depuis le territoire polonais occupé à 300 heures le dimanche 22 juin 1941 et a impliqué un stupéfiant. 3,8 millions de personnel lancés sur un front de 2900 km. Les forces allemandes étaient organisées en 3 groupes d'armées clés, nord, centre et sud. L'armée soviétique avait des avertissements que les Allemands se rassemblaient pour une invasion, mais Staline a refusé de le croire. Dans les jours qui ont suivi l'invasion, il s'est replié dans son propre esprit, incapable de comprendre ce qui se passait, laissant son gouvernement, qui avait peur d'agir contre lui après ses purges brutales,
incertain de ce qu'il fallait faire. L'armée soviétique a subi des pertes incroyables dans les premiers jours de la guerre, tandis que l'armée de l'air soviétique a été largement écrasée au sol. Les avions qui parvenaient à décoller étaient souvent de types obsolètes, ou leurs pilotes mal formés, ce qui en faisait des cibles faciles pour les chasseurs allemands qualifiés et expérimentés. Les forces soviétiques ont également dû faire face à des forces anticommunistes menant des opérations de sabotage et de collecte de renseignements pour les Allemands. Les combats à l'Est étaient particulièrement brutaux. Hitler a dit à ses forces qu'une guerre contre l'Union soviétique ne pouvait pas être menée selon des lignes civilisées, et en tant que telle, il a promis qu'aucun Allemand ne serait jamais tenu responsable de sa conduite contre l'ennemi. En un sens, ils ont eu carte blanche pour violer, piller et assassiner. Lorsque les unités soviétiques ont été submergées, beaucoup d'entre elles se sont rendues alors que leur structure de commandement s'effondrait et ces soldats ont été conduits en captivité, où il y avait un véritable plan en place pour les affamer à mort. Derrière l'avancée des troupes allemandes, des escadrons de la mort allemands ont commencé à assassiner des soi-disant indésirables, comme les Juifs. La vitesse de l'avancée allemande a surpris tout le monde, y compris les Allemands. Les vastes étendues de terre prises par les forces allemandes se sont avérées être un cauchemar logistique, et à plusieurs reprises, ils ont perdu l'initiative en attendant les approvisionnements en nourriture, en carburant et en armement. Les Allemands ont avancé à travers l'est de la Pologne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'Ukraine et jusqu'en Russie même, se montrant presque invincibles. Mais tout le monde savait que le plus grand obstacle auquel les Allemands allaient devoir faire face approchait rapidement. L'hiver russe. Maintenant qu'ils étaient alliés contre l'Allemagne, la Grande-Bretagne a envoyé des avions, des chars et des armes à l'Union soviétique pour permettre à Staline de déplacer sa base industrielle hors de la portée des avions allemands. De plus, le 25 août 1941, les deux pays ont lancé une invasion conjointe de l'Iran pour protéger les lignes d'approvisionnement alliées dans la région. En décembre 1941, la neige commençait à tomber, mais les troupes allemandes étaient sur le point de prendre Moscou elles-mêmes. Cependant, ils n'ont pas réussi à prendre la ville et leur avancée s'est arrêtée. Pendant ce temps, la direction de l'Union soviétique avait déplacé ses principales installations de production d'armes plus à l'est, hors de portée des bombardiers allemands, ce qui leur a permis de construire des chars et des avions sans être dérangés. Ils recevaient également des fournitures de la Grande-Bretagne, grâce aux efforts des hommes sur les convois arctiques périlleux. La direction de l'armée allemande connaissait la vérité, même si Hitler restait convaincu de la supériorité de l'Allemagne. Ils avaient perdu leur fenêtre d'opportunité pour détruire rapidement l'Union soviétique. Maintenant, les Soviétiques étaient engagés, déterminés et bien plus préparés pour la guerre d'usure à venir que ne l'était l'Allemagne. Dans Mein Kampf, Hitler avait souligné que l'Allemagne ne pouvait pas mener une guerre prolongée sur deux fronts. Cependant, fin 1941, il était réellement engagé sur trois fronts. La Grande-Bretagne à l'ouest, le Commonwealth britannique en Afrique du Nord et maintenant l'Union soviétique à l'est. Et tandis que la neige tombait sur les soldats allemands en Russie, mal équipés pour la guerre d'hiver, à des milliers de kilomètres, dans le climat tropical d'Hawaï, une flotte de navires japonais se rapprochait de la base navale américaine de Pearl Harbor. Rejoignez-nous la prochaine fois pour la conclusion de ce spécial en deux parties, couvrant la fin explosive de la Seconde Guerre mondiale.